Alors, Monsieur Dourari, nous allons terminer ces débats entre citoyens sur la question des langues en Algérie. Et avant d'entamer donc les deux prochaines questions, je crois qu'il y a un petit truc à rajouter sur la citoyenneté linguistique en Algérie. Oui, pour un peu, parce que je me suis un peu étalé sur la question, il faut que je dise ça en peu de mots. En très peu de mots, la citoyenneté implique la reconnaissance des différences linguistiques, culturelles, politiques et idéologiques. Il faut qu'on les reconnaisse dans le cadre de ce qu'on appelle le territoire national et l'État national. Je rappelle que l'État, c'est un pouvoir, un territoire et un peuple. Donc il faut qu'il y ait la notion de reconnaissance de la différence et j'ai dit que notre société a beaucoup évolué dans ce sens. Notamment, on a observé dans le Hirak passé où les gens reconnaissent ces différences sans aucun problème. Elle implique aussi la notion de citoyenneté linguistique et autres, elle implique la notion de démocratie. Parce que si vous n'êtes pas dans un espace démocratique, vous n'allez pas évidemment reconnaître les différences. Donc un élément vous mènera nécessairement vers l'autre. Et ça signifie que l'on reconnaisse que ce territoire qui s'appelle l'Algérie, qui est très grand et qui est très beau et très varié, c'est un territoire qui appartient à son peuple et que les formes institutionnelles par lesquelles ce territoire est géré au profit du peuple doivent être des formes émanant du peuple. Ça, c'est pour la question de la citoyenneté linguistique. Très bien. Donc, je voudrais passer à un autre volet de l'aspect des langues concernant l'Algérie. Quelle réforme du système éducatif? Une école de la rationalité, une école désidéologisée, c'est une urgence. Oui, en effet, comme tous les pays qui ont pris beaucoup de retard civilisationnel en termes de sciences, d'acquisition des techniques, des formes d'organisation de l'État, etc., on a besoin d'un outil fondamental, d'un levier qui est celui du système éducatif. Pour moi, le système éducatif, c'est du préscolaire jusqu'au doctorat et même les études postdoctorales. C'est ça que j'appelle, pour que les gens me comprennent. Voilà. Donc il exige d'abord une réorganisation juridique. Je crois que vous voyez cette réorganisation tant sur le plan administratif que technique. Oui. C'est-à-dire, l'organisation doit changer pour le rendre efficace. Parce que si vous prenez aujourd'hui euh, le système éducatif dans sa partie infra-universitaire, jusque-là, nous avons un gros problème, c'est nous avons presque 12 millions de personnes dans le tube. 12 millions, c'est énorme. 11 millions d'élèves et quelques 800 000 fonctionnaires, ça fait énorme. C'est 12 millions, c'est à peu près la population de la Tunisie. Et la Tunisie, elle a un État pour gérer ces 12 millions. Nous avons un Un ministère de ministère. l'Éducation tout irikiki. Et vraiment, il n'est pas outillé pour gérer une telle masse. Donc, il est, à mon avis, nécessaire de prendre ce module, cet étage de la fusée, qu'on appelle aujourd'hui le système éducatif infra-universitaire, et de le réorganiser en deux modules. Un module qui est la formation qui se fait aujourd'hui au niveau du lycée, et la rattacher à l'université à travers un ministère délégué donc qui suivrait bien évidemment l'enseignement supérieur et qui s'appellerait un niveau préparatif à l'université, pré-universitaire, un enseignement pré-universitaire ou de préparation aux études universitaires. Il nous restera ce qu'on appelle
la partie qui s'appelle la formation obligatoire. C'est-à-dire la partie, la formation obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin Primaire et moyen. primaire et moyen. Celle-là, elle pourrait être gardée dans un ministère de l'éducation infra-universitaire précisément, et qui pourrait déployer beaucoup de moyens, et des moyens humains, mais moyens matériels, pardon, pour rendre très efficaces les enseignements que nous donnons, et donner une formation et des compétences très sérieuses à ces élèves. Si on réussit la formation donc du cycle obligatoire, je crois qu'on est très bien parti pour les études pré-universitaires et universitaires. Le cerveau aura été formé en principe de manière très correcte. Le deuxième niveau de la réforme, c'est les programmes. Il n'est plus possible de continuer à injecter de l'idéologie à forte dose dans ce système de formation. Est-ce qu'il est possible de revoir, par exemple, les volumes horaires? Est-ce qu'il est possible de revoir les coefficients? Tout ça, ça doit être revu dans son ensemble, mais aussi les contenus du programme. Pour arriver à ça, on est obligé de définir ce que nous voulons faire de cette... pourquoi nous formons nos élèves? À quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie est quand même face à de grands défis. Et l'école pourrait être un moyen de relever ces défis par la qualité de la formation. L'Algérie, quand je dis l'école, ça sera l'école, le lycée, l'université, oui. etc. Il faut d'abord définir nos véritables besoins. Non, qu'est-ce que nous voulons faire de notre État? Oui, tout à fait. L'État algérien, c'est un État moderne, c'est pas un État archaïque. C'est un État moderne qui a face à lui d'autres États. C'est pas ماشي بيناتنا ماشي بيناتنا خلاص بيناتنا هذيك بيناتنا نفروها بيناتنا ميم ما خلاص سي با غراف نفروها فيما بعد. Mais ما نقدروش face aux autres États, on a besoin d'avoir une maîtrise des capacités scientifiques une et rigueur, techniques, une gestion rationnelle. c'est-à-dire de former un esprit capable de faire la compétition avec les grands États comme le Japon, comme la Russie, comme la Chine, la France, etc. Tous ces grands États. C'est ça notre problème. Ça n'est pas Binetla. C'est pas mon idéologie personnelle ou l'idéologie de X ou de Y. Nous en avons, on va les gérer à l'intérieur. Par exemple, quand un contenu, la gestion des contenus et leur répartition, leur distribution selon les matières et selon les volumes horaires et les coefficients. Parce que c'est là où on pondère un peu telle ou telle matière. On lui donne de l'importance ou là on diminue son importance. Quand un contenu didactique particulier a été déjà injecté dans une matière, pourquoi le faire dans une autre? C'est un problème de rationalisation. Le temps de l'enfant n'est pas illimité et il est nécessaire donc de gérer ces contenus. Par exemple, pourquoi enseigner 4 langues au niveau du primaire à partir de la 3e année? C'est une question. Donc il faut rationaliser tout ça, faire, c'est-à-dire un argumentaire qui inclut la totalité dans une rationalité globale. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer. Quand on a enseigné la grammaire arabe dans la matière grammaire arabe, il n'est pas nécessaire de la reprendre, maintenant dans le cours sur la religion, etc. Quand on a enseigné une matière, le contenu, par exemple, de la religion qu'il faudra revoir, bien évidemment l'islam, qu'il faudra absolument revoir. Les contenus sont absolument absurdes. Mais si on doit les enseigner dans la matière qui leur est dédiée, oui. On n'a pas besoin de les reprendre aussi dans le module de langue arabe. C'est ce qui se passe véritablement et ailleurs. On ne peut pas continuer à enseigner la langue arabe en considérant que c'est une langue maternelle, la langue arabe scolaire. Elle n'est pas maternelle, elle n'est pas classique. Elle n'est pas maternelle, elle n'est pas classique. C'est ça le problème, parce qu'ils pensent que classique, pour moi, c'est le corpus coranique.
C'est ça D'accord. qui matérialise la langue classique. Mais la langue que nous enseignons, c'est une langue arabe moderne, standard, qui appartient à un niveau formel. Donc, ça n'est pas la langue maternelle. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais quand on fait une erreur sur cette évaluation, on enseigne mal la langue et elle n'est pas apprise correctement. Donc, ce n'est pas une langue maternelle, il faut utiliser la didactique des langues secondes pour l'arabe scolaire et non pas la didactique des langues maternelles ou des langues premières. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, il faut revoir les programmes, les moderniser au niveau des méthodes, mais au niveau des contenus aussi. Au lieu d'enseigner, par exemple, certains contenus archaïques, très anciens, on peut enseigner aujourd'hui plein de choses concernant l'électronique, les découvertes scientifiques, la biologie, etc. Donc, deux niveaux d'intervention. La réorganisation du système et le refondement, la refondation des programmes et des contenus. هذا هو le ministère de l'Éducation nationale. Un dernier mot sur le ministère de l'Éducation nationale. Je crois que c'est là où on devrait injecter le plus grand nombre de nos scientifiques, chercheurs, sociologues, sociopédagogues, etc. Ici, en Algérie, on n'a même pas la matière des sciences de l'éducation, elle n'existe pas. Donc, probablement que pour encadrer davantage le ministère de l'Éducation, ce ministère tel que moi je le conçois, il est nécessaire de remettre en place une instance d'orientation qui a été le Conseil supérieur de l'éducation, par exemple, ou un observatoire, etc. Les formes d'organisation peuvent être multiples. Très bien. Je passe à la prochaine question. L'éducation, l'éducation à la citoyenneté par le biais de la multiculturalité à l'école, une ouverture sur nous-mêmes et sur le monde, évidemment. Oui, il y a d'abord l'enseignement dans les premières années scolaires, les premières années, quel que soit, au préscolaire ou au primaire, etc., progressivement dans nos langues maternelles, dans les langues premières, c'est-à-dire dans les différentes variétés de Tamazirt et bien évidemment dans l'arabe algérien avec ses variétés régionales, parce qu'il y a quand même, bon, Alors pour vous, l'enseignement du tamazirt, ce n'est pas l'enseignement d'une néolangue tamazirt, mais bien le respect des spécificités du tamazirt dans chaque région. Voilà, donc si on ne fait pas ça, ça signifie qu'on crée une langue artificiellement, que j'ai appelée à un certain moment une novlangue. J'ai emprunté à George Orwell, pour les gens qui connaissent George Orwell, 1984. Donc c'est une novlangue, c'est une langue qu'on a fabriquée artificiellement et qui n'a pas de retentissement au niveau donc neurologique de l'enfant. Il n'y a pas de retentissement, il n'y a pas un ancrage. Et ce qui fait que, et d'ailleurs, à quoi elle servirait? Parce que la langue, c'est aussi la question de la socio-fonctionnalité. C'est-à-dire quelle fonctionnalité sociale elle a. Si une langue ne me sert à rien, je ne vois pas pourquoi je vais dépenser des efforts pour l'apprendre. Ça, c'est un principe fondamental et universel des sciences de l'éducation précisément. On ne fait aucun effort d'apprentissage si il ne nous sert à rien. Donc il est nécessaire d'enseigner dans les différentes variétés. Chez le Mzab, on enseignait en mozabite et le mozabite. En Kabylie, c'est le kabyle et en kabyle. Chez les Chaouia, c'est en chaoui et le chaoui, etc. Et donc, le fait de passer le milieu maternel au milieu scolaire, donc on élargit le spectre de l'enfant. Il est plongé dans la société. Il commence à être socialisé. Donc en dehors de son milieu maternel, n'est-ce pas? Et ça lui pose des problèmes émotionnels, affectifs, psychoaffectifs, etc. Le fait de faire cette transition avec sa langue maternelle, c'est une manière de le rassurer et c'est une De le manière faire en de... douceur.
de le faire en douceur. De ne pas le Et traumatiser oui, sur le plan absolument, psycho-affectif, oui. voilà, Il y a psycho-affectif des grands et traumatismes. cognitif. On n'a certainement pas le temps d'en parler, mais je peux vous en parler en détail. Ce qui se passe, c'est vraiment dramatique, mais on ne veut pas le regarder. Donc, d'un côté, il est rassuré, de l'autre, il introduit dans sa représentation psychique de l'école comme étant sienne, comme étant le prolongement de ses parents, de son milieu affectif où il se sent le plus Et non pas rassuré. une rupture. Il n'y a pas de rupture psycho-affective importante. Et en même temps, le savoir qu'il acquiert à l'école, il va être une continuité des savoirs qu'il a acquis auprès de sa maman, auprès de ses voisins, etc. Parce qu'il y a un contenu qu'on pourrait appeler encyclopédique qu'il acquiert. Il ne vient pas avec c'est pas une page blanche quand il vient à l'école. Il vient avec ses savoirs. Il ne faut pas les jeter à la poubelle. Maintenant, c'est ce qu'on fait. قال خلينا هذا وخليه في داركم هذا اللي تعرفوا في داركم هذا تاع يمك خليه عند يمك وحنايا سي حاجه واحده اخرى. Même quand on en vient à corriger certains, le savoir populaire n'est pas un savoir scientifique, ça c'est clair, mais c'est d'un savoir. Et c'est à partir de ce savoir qu'il faut bâtir avec le savoir moderne qu'on apprend à l'école. Donc voilà comment je conçois la chose. S'il n'y a pas ça, on n'aura pas fait grand-chose. Très bien. Je voulais juste revenir sur la question précédente. Quand on parle de réforme du système éducatif, on parle aussi de moyens. Et parfois, on a l'impression que ce qui pourrait être insurmontable, c'est la mise en place de ces moyens. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, à l'ère des TIC, à l'ère de... Ne pourrions-nous pas mettre une véritable réforme plus rapidement qu'on pourrait le penser et qu'elle puisse être efficace, à condition bien sûr que les programmes soient là. En 2000, il y a eu la réforme du système éducatif, la fameuse CNRSE, Commission nationale de réforme du système éducatif, dirigée par Benzaro, le professeur Benzaro. Elle a terminé son travail en 9 mois. C'était le temps d'accoucher. Et il y a eu un rapport donc, de cette commission. C'est un rapport que je juge pas parfait, mais très bon, et qui pouvait bien évidemment encadrer un début de réforme très sérieuse du système éducatif. Le rapport n'a pas été rendu public, il a été gardé, comme le rapport de la réforme des missions de l'État, de Mission Sbeh, et comme le rapport de la réforme de la justice de professeur Issad. Donc on voit, les 3 réformes ont été commencées en 2000, ils ont été abandonnés en 2000, et voilà, on voit maintenant l'effet. Parce que à ce niveau-là, la plupart du temps, les gens ne remarquent pas. Donc ça ne prend pas des siècles, ça prend, la conception, elle prend un certain temps, disons 1 an. Et nous avons déjà, j'ai cité qu'il y avait déjà des rapports de réforme. Donc on peut les utiliser. Ils n'ont pas été totalement dépassés. Ils sont dépassés sur certaines questions, mais les grandes questions demeurent. Donc on peut les reprendre, ces réformes, et faire des mises à jour. Donc il faut d'abord réfléchir. Quel est l'état de l'école aujourd'hui? Et ensuite, voilà ce que nous proposons pour y remédier. Et commencer ensuite la mise en œuvre. Est-ce que ça demande beaucoup d'argent? Je ne pense pas que ça demande de l'argent. Ce qui nous coûte cher, c'est les bricolages que nous faisons. Et de faire un mea culpa sur l'échec de l'école et de l'université algérienne. L'un des premiers présidents américains avait dit si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance.
Nous sommes en plein, nous sommes en train d'essayer l'ignorance. Et on est en train de voir comment notre société est menacée par tous les maux et elle est en train de régresser au regard des autres nations. Les autres nations sont en train d'avancer. Et nous, y compris par rapport à nos voisins, nous reculons. Il ne faut pas regarder les quelques individus qui réussissent, ils réussissent malgré le système. Ils ne réussissent pas grâce au système, mais malgré ou en dépit du système. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut seulement avoir un objectif. Qu'est-ce que nous voulons faire de cette société? Qu'est-ce que nous voulons faire de cette école? Qu'est-ce que nous voulons faire de ce peuple? Et on n'a pas à mélanger les questions religieuses, les questions idéologiques, etc. Ça n'a rien à voir. Les questions religieuses doivent être traitées là où il faut. On ne demande pas aux gens de devenir chrétiens ou athées ou autres. C'est pas ça la question. Les gens, ils peuvent croire comme ils veulent. Ils continuent à croire comme ils veulent. Mais le système éducatif est autre chose. C'est-à-dire que l'école doit garder sa vocation première, celle du savoir, de l'apprentissage des savoirs. La mission première de l'institution qui s'appelle l'école, c'est de transmettre du savoir et du savoir moderne et rationnel. C'est ça sa mission. Ça n'est pas autre chose. Là, les autres missions, nous avons des mosquées, nous avons peut-être des églises, etc., qui feront leur travail, maintenir... Et aucune autre réforme ne pourra réussir en Algérie si nous ne partons pas de la base, à savoir l'école. Ça, c'est une évidence et pourtant. Non, c'est l'école, la réussite ou l'échec de l'école, c'est la réussite ou l'échec de l'État. Tout à fait. Quand je dis l'État, je ne parle pas du pouvoir. Encore une fois, je parle de système institutionnel qui fait la conjonction d'un territoire, d'un peuple et d'un gouvernement. C'est ça. Ou on réussit l'école et on réussit l'État, ou alors non. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. À chaque fois, on voit en formation. En formation pour préparer des ballons. On envoie des gens en formation la police. Les gens en formation dont ils... وعلاش احنا ne font pas pour les autres. On est demandeur de formation, mais on n'a jamais rien acquis pour nous et qui pourrait devenir une compétence spéciale pour nous. Donc il faudra que d'abord on s'aime. S'aimer, c'est un peu de narcissisme national, mais le narcissisme, bien sûr, c'est pas un narcissisme qui est psychologiquement débridé. C'est-à-dire, pourquoi moi, je serais moins fier d'être algérien et d'origine amazigh qu'un autre qui, lui, se pavane, dit, moi, je suis d'origine arabe, je suis d'origine hébraïque, je suis d'origine indonésienne. Huma, ils sont fiers, nous sommes fiers, nous sommes algériens. Notre nationalité, c'est l'Algérie, et notre identité, c'est l'algérianité. Ça n'est pas autre chose. C'est ça qui fait... Dans ces dimensions multiples et variées. Bien sûr. Très bien.